Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 08 Clé. Mutant de l'agriculture, Simon, Vincent, moi et les autres. Ainsi, devant la fenêtre ouverte, nous pouvons voir finir ou commencer le monde. Sa naissance est livrée à notre caprice, sa ruine totale à notre indifférence. Bachelard 1970/25. Le 28 juin 1984, je fais partie de ce groupe hétérogène de mutants de l'agriculture. Soit 24 adultes qui se présentent au lycée agricole de Pau-Montardon pour l'examen du BTS stage. Depuis 2 ans et de manière indifférenciée, nous sommes quelques-uns, dont le numéro INSEE commence par 08. Plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, rarement des femmes, tous ainsi asexués par la volonté de la modernisation agricole. Pendant 2 années, avec ce 08, nous vivrons dans un vide socio-professionnel en contrepartie d'une aide financière de l'administration pour une formation. Nous nous sommes engagés par écrit à une reconversion professionnelle, à la suite de quoi, nous devrons quitter ce monde qui est le nôtre. Il nous faudra tenter notre chance ailleurs. Pourtant, bien avant cette date, le ministère de l'Agriculture savait que, alors même qu'il y a expulsion hors de l'agriculture et transplantation en ville, il n'y a pas de rejet de la ruralité, Gégouzeau 1975/51. De choix nous n'en avions pas. Il était fait à notre place. Le souci prépondérant au départ était socio-culturel. Il s'agissait d'organiser la redistribution progressive du foncier considéré comme le facteur fondamental dans l'exploitation agricole, en faisant appel à des actions volontaristes qui modifient en douceur le comportement des agriculteurs, Truffinet 1988/254. Agriculteurs, salariés, humains pris dans la nasse du vaste chantier d'une nouvelle démographie agricole, en douceur. Il nous fallait partir, bannis de nos lieux de vie et de travail. Chez les mutants, il n'y aura pas d'intégration au nouveau milieu de vie. La valise reste sur le haut de l'armoire, on est à tout moment prêt à repartir. Gégouzeau 1975/53. Les exploitations sur lesquelles nous avions travaillé furent disloquées, remembrées, agrandies pour être modernisées. La machine remplacera le travail humain. L'immensité pastorale fut transformée en station de ski, et les larges plaines agricoles à la terre brune riche de leur humus millénaire entament puis accélèrent leur inexorable urbanisation commerciale. Étymologiquement muter vient de mutus, rendre muet, inerte. Le mou que l'on mute, c'est-à-dire que l'on imprègne de gaz sulfureux ou de sulfite de chaux, n'est plus susceptible de fermenter, le litré. À partir des années 60, les premières vagues de mutants sont des agriculteurs ayant largement dépassé l'âge de la retraite. Renonçant à la perspective d'une reconversion professionnelle, car pour eux le rapport entre le système scolaire et le savoir était compliqué. Dans les années 80, les générations suivantes sont loin de l'âge de la retraite, pourtant la reconversion professionnelle est difficilement envisageable car à peine plus d'un dixième des enfants de paysans nés entre 1945 et 1955 ont accédé à l'enseignement supérieur. Gégouzeau 1975/52. L'allongement de la scolarité risquait d'éloigner les jeunes du métier de la terre. La plupart vont migrer en ville et ses périphéries pour accéder à des emplois d'ouvriers, parfois d'employés, c'est-à-dire sans transition, là où le besoin de main-d'œuvre se développe. Parce que comment reprendre des études quand le savoir que l'on a construit par expérience n'est pas reconnu, que le corps ne sait pas rester assis sur une chaise, que l'on a honte de la déformation de ses mains. De plus, une autre question est celle de savoir ce que signifie la réussite scolaire. Les jeunes du milieu agricole ne rejettent-ils pas les études abstraites ? Il est possible aussi que ce soit les études abstraites qui les rejettent, Ibid, 52. Aussi, dès 08, les enseignants du lycée agricole de Pau-Montardon, ils n'en avaient quasiment jamais vu. Alors, de toute la hauteur de leur connaissance, ils regardent ces candidats un peu brouillons et bouillonnants qui osent étudier après plusieurs années passées à travailler dans des fermes. Horreur suprême, certains n'ont aucun diplôme. La réussite de ces 2 années de formation sera évaluée à la seule capacité de ces 08 à museler leur savoir d'expérience et à décrire la réalité selon la litanie bien assimilée des sigles agricoles. La terre c'est de l'assaut, SAT, UGBA, SMI. Le travail c'est le nombre du TH. Sachant que les heures de travail de la femme sont comptabilisées pour moitié, celles de l'homme étant l'unité de référence. Les animaux étudiés ce sont les VL, BV,
porc. Les cultures se résument au maïs irrigué, maïs en silage, soja et quelques céréales. La réussite de l'entreprise se mesure en MBA. Modernisé et restructuré, le revenu reste toujours inférieur au revenu de référence, lui-même inférieur au SMIC. De cela on parle peu. Nous, les mutants des années 1982 à 1984, sommes de jeunes adultes, et ce que l'on attendait de nous c'était clairement de muter pour ne plus fermenter. Dans notre groupe, bon nombre des 08 se plient aux règles de ce que sera leur futur métier de conseiller agricole. Simon, Vincent et moi n'y sommes pas parvenus. Faire notre stage de fin de formation dans le modèle agricole dominant de l'époque reposant sur une vision morbigène des fonctions fondamentales de l'agriculture, c'était une torture. Nous sommes allés voir ailleurs. Simon, 20 ans, c'était le plus jeune de la promotion. Il venait du Nord, vaches laitières et betteraves. Fils d'agriculteur, il ne pouvait pas rester sur la ferme. Son frère aîné et ses parents allaient agrandir, moderniser. Dans le groupe et même pour les formateurs, c'était notre encyclopédie agricole. Il connaissait tout, il apprenait tout, vite, il était drôle et malin. Il voulait devenir technicien agricole et repartir là-haut, dans le Nord. La modernisation de l'agriculture, lui, il voyait ça d'un bon œil. Et c'est comme un fou qu'il s'était lancé dans les tables d'alimentation, les indices de croissance des VL et les MB à l'hectare. Et puis, il tombe amoureux d'une jolie basque, fille d'un éleveur de bovins en moyenne montagne. Simon, ça l'a tout chamboulé. Il décide de ne pas remonter dans le Nord pour son stage, mais de le faire chez eux, en moyenne montagne, dans un élevage en système extensif de vaches allaitantes. Vincent avait 32 ans. Il était fils d'agriculteur originaire du Tarn. Marié, il ne pouvait pas rester avec son frère sur l'exploitation familiale trop petite pour faire vivre deux familles. Et puis, il n'en avait pas vraiment envie. Il voulait être conseiller agricole pour participer au développement de l'agriculture biologique. Ses parents étaient adhérents au tout nouveau mouvement des paysans travailleurs, de Bernard Lambert, Rouault 2003. À cette époque pas si lointaine, dans la profession c'était mal vu. Pendant ces 2 années, c'est lui qui nous a tout appris sur ces sujets, ce n'était pas au programme. Vincent est allé en Lot-et-Garonne sur une exploitation de 40 vaches laitières de race jersiaise en AB avec transformation fromagère. Moi, 27 ans, l'une des 3 filles du groupe des 08, j'avais été salariée dans des élevages transhumants en Provence. Pendant ces 2 années, je vais planer au-dessus des tables de calcul des rations de l'INRA, des champs de maïs irrigués, des engrais et des élevages intensifs de cochons. Ce que je comprends, c'est que je ne veux pas atterrir dans ce monde-là. Alors je choisis d'aller en estive passer les 2 mois de stage, chez un berger sans terre, en production laitière et transformation fromagère. Je voulais montrer qu'en France, des Alpes aux Pyrénées, un berger transhumant, un sans terre, peut innover et répondre à des objectifs économiques valides. Si ses savoirs et ses pratiques étaient reconnus, il lui serait possible de ne pas devenir un mutant. Dans le monde du pastoralisme, ces pratiques que l'on ne disait pas alors respectueuses de l'environnement, étaient dénigrées. Ce fameux 28 juin 1984, on ne peut pas dire que les formateurs ne nous avaient pas prévenus. Plusieurs fois même, avec vos choix de stage, vous allez vous faire étriller par les examinateurs. En même temps, dans le fond, cette résistance, ce n'était pas pour leur déplaire. Mais nous ne pouvions faire d'autre choix. Étrier, pas de problème. Nous l'avons été par un 0,80 chacun à notre rapport de stage. Une telle raclée, les formateurs n'avaient jamais vu ça. C'était un parti pris manifeste des examinateurs en regard des orientations agricoles des exploitations choisies, et non l'évaluation de la qualité et la pertinence du travail réalisé. Scandalisés, les formateurs discutent avec le président du jury, ils tentent de lui expliquer, 08, ça veut dire des personnes en reconversion professionnelle, ils ont un sens critique, c'est sûr, mais sans ce diplôme vous les condamnez. Comment pourront-ils devenir conseillers agricoles ? Les épreuves orales se terminent, nous repartons. En à peine une demi-journée, Simon et Vincent sont recalés aux examens, et voient leur rêve de contribution à une autre agriculture s'écrouler. Moi, si je décroche mon BTS avec mention, très amer je suis pourtant face à ce gâchis humain. Durant ces 2 années, ma valise était restée sur le haut de l'armoire,
et je sus que je continuerais à résister et à planer loin du maïs irrigué et des élevages intensifs de cochons. J'avais découvert le monde de la formation des adultes et une perspective s'était ouverte pour le moment où je redeviendrais une 02. Contribuer à la reconnaissance des savoirs d'expérience pour une agriculture écologique qui reconsidère la place primordiale de l'humain et du geste agricole. Cette année-là, 12 ans après la loi du 16 juillet 1971 qui m'avait ouvert les portes de la formation professionnelle permanente, sur la carte de la géographie de l'éducation, les dimensions personnelles de la formation sont encore un vaste continent blanc que je veux explorer. L'agroécologie un no man's land. Vincent et Simon attendront les 3 ans réglementaires, avant de se réinstaller. Vincent en agriculture biologique et Simon en tant que conjoint d'exploitation sur un système extensif de production bovine en moyenne montagne. Chap 1.1 Imaginaire, résistance et incertitude, facteur de connaissance. Selon Platon, imaginer, c'est opposer des obstacles à la connaissance. Ce discrédit porté à l'imaginaire barra longtemps la route de sa reconnaissance comme facteur de connaissance. Pour Jean Starobinski, connaître, c'est interpréter, déchiffrer, c'est imaginer. L'imagination convoque la parole, l'image, le corps, les sens comme pouvoir d'écart grâce auquel nous nous représentons les choses distantes et nous nous distançons des réalités présentes. Starobinski 2001 sur 275-292. Depuis la fin des années 70, au cours de ses années de recherche et de vie, Edgar Morin développe la méthode en 6 volumes où il détricote et rétricote, dépliant et repliant à la façon de l'art baroque, l'organisation des organisations du triptyque individu-société-espèce dans ses déliances et ses reliances multiples pour discuter la complexité de la connaissance et de l'idée même de connaissance. Il ouvre sa réflexion avec la nature de la nature, puis, dans la vie de la vie, il pointe l'écodimension comme spécificité du vivant. La dimension écologique constitue en quelque sorte la 3e dimension organisationnelle de la vie. La vie n'était connue que sous 2 dimensions, espèce, reproduction, et individu, organisme. Ce n'est pas seulement l'arbre multiramifié de l'évolution constitué en règne, embranchement, ordre, classe, espèce. C'est aussi de l'éco-organisation. Ce qui signifie que nous devons considérer l'éco non plus seulement comme ordre et contrainte, non plus seulement comme désordre, mais aussi comme organisation, laquelle, comme toute organisation complexe, subit, comporte, produit du désordre et de l'ordre. Morin 1980 sur 18-20. À la connaissance, il consacre 2 volumes de la méthode afin d'en cerner le proche et le lointain, l'unique et le multiple. La connaissance de la connaissance, pour si l'on veut connaître les sources de nos erreurs ou illusions. La notion de connaissance nous semble une et évidente. Mais dès qu'on l'interroge, elle éclate, se diversifie, se multiplie en notions innombrables, chacune posant une nouvelle interrogation. Ignorance, inconnu, ombre, voilà ce que nous trouvons dans l'idée de connaissance, Morin 1986 sur 10-11. Avec les idées, il aborde la connaissance quotidienne, Morin 1991 sur 9. 1,1 L'imaginaire comme saisie du monde, obstacle et ouverture épistémologique. Dans les champs de la connaissance, tout est construction, évolution, rien n'est définitif. Pour la formation vers l'agroécologie, produire une autre connaissance demande de prendre position. Il faut affronter ce quelque chose que l'on ne connaît pas, ne reconnaît pas. Face à cet inconnu, il faut rassembler tout ce que habituellement nous laissons de côté, le hors-champ. Ce qui existe en nous et autour de nous, mais que nous ne voulons ou ne pouvons pas voir, percevoir, comprendre. Ce qui arrive parfois simplement par rétroaction, comme des signaux soudains comme un regard que nous recevons des événements, Merleau-Ponty 1960. Pour rassembler et convoquer tout ce avec quoi, visible et invisible, nous pouvons saisir et penser cet autrement de l'agroécologie, il s'agit de prendre position sur le pas de temps nécessaire à la formation de la connaissance. Présent et futur n'existent que dans le mouvement des temporalités qui nous précèdent, nous enveloppent, nous dépassent. Produire de la connaissance est un jeu permanent de résistance dans le sens de la philosophie du nom de Gaston Bachelard, qui n'est pas une volonté de négation, mais une intuition travaillée s'exerçant dans un espace non analytique. Cette philosophie articule ce qui est et ce qui n'est pas, non en les opposant selon la logique binaire d'Aristote, A ou non A,
mais en les articulant pour faire ressortir le contradictoire, c'est la logique ternaire de Lupasco 1935, le A et non A. Se risquer à l'approche du cœur de la chose en cours d'élaboration, c'est s'en écarter comme le peintre de sa toile, ni trop près, ni trop loin, assez près, assez loin. C'est accepter la tentative de tendre vers un mouvement permanent d'approche et de distance, et tenir cette tension proche-lointain dans la durée du parcours de la recherche afin d'être présent aux phénomènes de l'instant qui surgissent et où tout peut basculer. Ce que nous appelons ici rencontre d'un obstacle, c'est le fait que le créateur d'une œuvre se voit contraint de continuer son travail, d'effectuer des opérations impossibles, c'est-à-dire interdites par les règles antérieurement applicables et appliquées ou qui heurtent des croyances ou des savoirs qu'il admet par ailleurs. Granger 1998/21. Le temps nécessaire fut long pour identifier ma résistance à reconnaître l'imaginaire comme étant mon obstacle épistémologique. Comment traverser ces préjugés à son encontre pour les dépasser? Cette réticence était due en partie non pas à un refus, mais à un imaginaire qui ne trouvait pas sa place dans les mots disponibles pour rapporter et traduire les images d'expériences agricoles non dissibles. Sans avoir prétention de les qualifier d'œuvres, toutes ces intuitions précédant les temps et les espaces de la recherche, qui m'étaient renvoyées comme irrationnelles, qu'allais-je en faire? Parler d'imaginaire sans parler d'irrationnel était-ce possible? À quoi cela s'opposait-il? L'irrationnel polymorphe ne recouvrait-il pas en creux, dans ses plis, les formes nécessaires au rationnel? L'extension de son événement, au sens de Whitehead, par contagion, ouvrirait-il à une autre compréhension de la complexité du réel, sans reverser pour autant dans un tout rationnel exclusif? 1,1 à 2, résistance, exigence et rigueur de la rythmicité. En regard du risque vécu lors de situations d'incertitude, en amont et dans le changement en agriculture s'immisce la résistance urgente et sensible entre science et société, entre travail et savoir, Monneron 2013, entre réel et artefact. Après la décision de Nicolas Sarkozy d'un Grenelle de l'environnement de 2008, suivi de son retournement par l'environnement, ça commence à suffire. Propos lancés en 2011 au Salon de l'Agriculture à Paris. En 2014, le ministre de l'Agriculture en place, Stéphane Le Foll, propose de nouvelles directives à l'agriculture et à l'enseignement agricole à travers son projet qui est de produire autrement et former à produire autrement pour une agriculture basée sur les principes de l'agroécologie. Se trouvant face à un tournant ontologique qu'ils ont pourtant souvent enclenché depuis plusieurs années, voire décennies, les agriculteurs sont laissés seuls avec leurs doutes et leurs questions. Dans cette nouvelle orientation agricole, comme il en a toujours été, les contours et les modalités de mise en œuvre restent flous pour les acteurs de la recherche et du développement sans modèle formalisé et validé auquel se référer. Une nouvelle période de tâtonnement et de tentatives pour faire entrer en force de nouveaux modèles est lancée. Ces modèles disent changer mais persistent dans la vision despotique de maîtrise, Calicote 2009/12, du vivant selon une posture inchangée de la construction de la connaissance. Pourtant des travaux, moins nombreux que ceux qui s'en revendiquent, montrent la complexité et la fragilité du passage de la connaissance agricole à celle de l'agroécologie. Agriculteurs, comme chercheurs et disciplines de recherche, organismes de formation et de conseil, ne peuvent plus éviter de questionner le phénomène complexe permanent de double contrainte dans l'écologie de l'action. Bateson 1977/47, lors des essais de changement des modes de production. En agriculture, la complexité quotidienne se manifeste principalement sous forme de résistance s'invitant de manière transversale. En effet, des événements placent un être vivant de manière continue, en situation de réagir face à une perturbation, à un impératif de changement et ou d'évolution. Ainsi, la résistance revêt deux caractéristiques à la fois temporelles et réflexives. Elle est l'action de résister pour contenir l'équilibre existant, souvent déjà fragile, en s'opposant à une force morale ou physique vécue comme envahissante. Elle est aussi la capacité d'être en réaction, c'est-à-dire en action de créativité et recomposition d'un nouvel équilibre, sans chercher un équilibre définitif, reconnaissant de fait le principe de l'écologie de l'action. Dans et pour chaque être vivant, ce processus ordre-désordre est une propension permanente. Aussi, nous considérerons les résistances supposées et réelles de ceux que l'on appelle aujourd'hui les pionniers de la baie,
ayant fait sciemment le choix d'une agriculture dite à contre-courant comme une prudence avisée, et non comme la marque d'un passéisme. Ils ont su, à contrario, imaginer, expérimenter et fait circuler cette inventivité à ceux qui voulaient entendre et comprendre cet autrement. Cette posture s'oppose à celle d'images d'agriculteurs et agricultrices mélancoliques en regard d'un monde fini que le mouvement dit moderniste, dû toujours plus en avant aux ordres d'une vitesse accélérée liée à une certaine idée du progrès, leur fait endosser. À contretemps, ils maintiennent l'exigence de leur rythme en regard de l'équilibre du potentiel de leur système de production avec la nature, que l'on qualifie aujourd'hui d'agroécologique. Rythme considéré comme phénomène complexe de la vie, Monéron 2003, et de ce fait clé de connaissance et de savoir. À vrai dire, dans les rythmes, il est question de temps, d'espace, du même et de l'autre, d'ordre et de désordre, en des configurations et des chassés-croisés qui ne se laissent pas aisément représenter. Wunenburger Sauvanet 1996. Cette exigence certains l'ont chèrement payée en regard du sociologique. Par le respect et le maintien de leur rythme face au diktat du bougisme ou mouvementisme. Taguieff 2001, prôné par un mode de société voulant se moderniser, la résistance rythmique est l'expression de la discrétion et non celle du refus ou d'une action-réaction, Starobinski 1999, de peur du changement. En effet, on ne cesse de répéter à l'envi que le temps est de plus en plus fragmenté, qu'il est celui des urgences et non de l'urgence. Le point critique est défini par la contradiction entre un temps que l'événement s'assujettit et un temps qui engendre de l'ordre et requiert, peut-on dire sans redondance, qu'on lui donne du temps. Ballandier 1993/230. Dans cette temporalité échevelée par la vitesse toujours croissante, la résistance est bien alors cette posture de création, au sens conféré par Gilles Deleuze. Et la saison, Julien 2001/38, moment et époque, ne serait-elle pas venue de ne plus la mettre entre parenthèses mais en lumière, l'éclairer et s'en éclairer pour produire une autre connaissance des glissements et des passages du autrement? 1,1 à 3. L'irruption de l'incertitude, le rationnel et l'irrationnel. Si nous voulions offrir un lieu et une date à la notion d'incertitude, cela pourrait être à Paris, en août 1900 au premier congrès international de mathématiques. David Hilbert, mathématicien, expose la solution finale au problème de l'incertitude, en 23 problèmes à résoudre pour chasser toute contradiction du champ de la logique. Ces recherches pour un modèle épistémologique global n'aboutiront jamais. Au lieu de sauver le rêve de l'Occident, elles vont consacrer l'exact contraire de ce qu'il voulait démontrer. Pour qu'un système soit valide, il ne peut être qu'incomplet et on doit accepter que cohabitent en son sein des apories structurelles, des problèmes insolubles avec d'autres qui le sont tout à fait. Aubenas 2002/34. S'esquissent les premiers signes de la trahison de la connaissance scientifique face à la complexité du réel. De l'obstination de la pensée scientifique à nier la problématique de l'incertitude pour la construction de ses raisonnements, Dominique Lecourt propose de retenir que ce qui en fait sans doute le plus grand prix est l'ardeur qu'elle met à ne jamais s'incliner devant ce qui se présente à elle comme réel, sa détermination à en solliciter les virtualités pour les réaliser en les soumettant à l'épreuve de l'expérience. Lecourt 1996. Dans le sens d'une vision utilitariste qui ne baisse pas les bras, Thoreau imagine l'élaboration de programmes de recherche technologique pour une ingénierie des situations sûres, Thoreau 2011. Il définit les contours de ce programme, construit en réponse à l'accident de Fukushima et en vue de sa non-reproductibilité, pour la recherche et le développement d'une ingénierie aujourd'hui inexistante. Une ingénierie des situations sûres qui n'existe pas de façon satisfaisante dans l'ensemble de ces industries. Son nom même n'est d'ailleurs pas prononcé. Ce caractère plus ou moins satisfaisant de l'état d'une ingénierie des situations sûres est à apprécier a posteriori. Ibid, 3. Ainsi posée, sa question n'est-elle pas résistance à une dialectique présente dans le réel des situations? Sans porter de jugement sur la qualité de ce travail, depuis le fond de notre ignorance sur ce sujet spécifique, la volonté de viser ces situations sûres, n'est-elle pas le camouflage grossier et la négation des composants du réel, de l'aléa et l'incertitude de part et dans l'action? Parce qu'il conclut l'énoncé de sa ligne directrice par cet a posteriori, alors qu'il nous semble être le a priori. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.